Bonjour et bonsoir à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de Rust. Aujourd'hui on va avoir une vidéo qui va être plus ou moins longue, je pense plutôt longue à vrai dire, puisqu'on va parler des types de données en Rust, on va voir comment les préciser, on va voir pourquoi on a besoin de les préciser parfois, et on va voir différents types un peu basiques que vous allez presque tout le temps utiliser en Rust. On va en parler, on va voir comment ils fonctionnent, leurs différences, bien les comprendre, etc. etc. Donc là la vidéo risque d'être plutôt longue. Franchement, plus de 30 minutes, je pense, c'est sûr. Après, je sais pas si ça va aller jusqu'à des 1 heure ou des trucs comme ça, je sais pas, je pense pas. J'espère pas, mais voilà, ça peut être plutôt long. Donc on va commencer tout de suite. Les types en Rust. Rust est un langage qui a un typage dit fort. C'est-à-dire que Rust a besoin de savoir le type de nos variables. Il en a besoin. S'il connaît pas le type d'une de nos variables, si le type d'une de nos variables n'est pas clair, il va pas aimer. Mais avant ça, vous devez peut-être vous demander, peut-être certains d'entre vous se demandent c'est quoi un type, tout simplement, de variable, pourquoi on parle de type de variable, pourquoi on a besoin de préciser un type de variable, qu'est-ce que c'est que ce délire? Un type, ça va tout simplement représenter comment votre donnée, votre information est stockée en mémoire, parce que selon le type, justement, selon l'information que vous voulez stocker, on va pas la stocker de la même manière en mémoire. En programmation et en informatique de manière générale, un nombre à virgule, par exemple, qu'on va appeler des nombres flottants, ne va pas être stocké en mémoire de la même manière qu'un nombre entier, un nombre qui n'a pas de virgule, justement. De la même façon, on peut aller encore plus loin parmi les nombres entiers, un nombre entier qui peut être soit négatif, soit positif, ne va pas être stocké de la même manière dans la mémoire qu'un nombre entier qui ne peut être que positif ou valoir 0. On va faire la différence, on va appeler celui qui peut être négatif et positif un entier signé, et celui qui ne peut être que positif ou valoir 0, un entier non signé. Et du coup, ces deux termes-là, c'est bien plus que des noms, puisqu'en fait, en mémoire, c'est vraiment pas stocké de la même manière. Donc ça va être très important. En Rust, le typage est fort, c'est-à-dire qu'il faut toujours le préciser. Il faut toujours que le compilateur, au moment de compiler votre programme, il sache le type de chacune de vos variables. Mais contrairement à un langage comme le C, où par exemple, si je voulais déclarer une variable qui serait à peu près de la même sorte, je ferais ça. Contrairement au C, en Rust, oui, c'est bien ça, il y a un outil dans le compilateur, on va dire une partie du compilateur qui est capable de déduire, en fonction de l'utilisation que vous faites de votre variable, le type de cette variable. Alors qu'en C, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en C, si je veux déclarer un nombre entier, je suis obligé de préciser ici le type de ma variable en mettant int, qui est le raccourci pour integer, je suis obligé de le préciser. Ici en Rust, vous voyez bien que je le précise pas, je veux dire, let c'est pas un type de variable, c'est pas un type de donnée, c'est vraiment juste un mot-clé pour déclarer, créer une variable. Donc, ici je le précise pas, pourtant j'ai pas d'erreur, mon programme est valide. Tout simplement parce que là, avec le peu que je viens de faire, Rust est capable de deviner, de déduire le type de ma variable. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il fait? Comment il fonctionne? Il regarde ma variable A, il voit que je lui mets une valeur entière. Donc déjà, vu que je lui mets une valeur entière, il est presque sûr, et vu qu'à aucun autre moment dans le programme je change la valeur pour le mettre, je sais pas, une valeur à virgule, bah il est sûr et certain que là, ma variable, ça va être un type de données entier. Maintenant, il faut qu'il devine entre le type de données entier non signé et le type de données signé. Donc, est-ce que ça peut être une variable qui peut être avoir une valeur négative, ou est-ce que ça va être une variable qui va avoir une valeur que positive? Et ben, justement, comme il ne peut pas le savoir, vu que j'ai pas d'autres précisions, par défaut, Rust, il va en choisir un des deux. Il va choisir est-ce que c'est un entier signé ou un entier non signé. Et il va choisir le cas qui présente le plus d'avantages, qui va poser le moins de problèmes. En l'occurrence, le cas qui va poser le moins de problèmes, c'est un entier signé, parce que comme ça, si plus tard je change mon code et que je rajoute une valeur négative, il n'y a pas de souci, parce qu'il l'aura déjà prévu. Vous comprenez. En gros, c'est le type qui présente le moins de problèmes si jamais c'était pas voulu. Maintenant, il va choisir le type signé. Vous allez voir qu'en Rust, il y a plusieurs types signés, et il y a plusieurs types non signés d'entiers, qui ont une différence qui est pas très compliquée à comprendre, c'est une différence de taille et d'espace en fait, c'est-à-dire quel nombre le plus petit vous allez pouvoir stocker et le plus grand pour un entier signé, et quel nombre le plus grand vous allez pouvoir stocker pour un entier non signé, parce que l'entier non signé, sa valeur la plus petite, ça sera toujours 0, peu importe l'espace que vous lui donnez, mais sa valeur la plus grande, par contre là, ça peut aller très 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 haut, hein, on peut aller sur des milliards. Bon. Justement. Donc là, si je passe ma souris sur la variable A, vous voyez qu'il me met i32. Il me met ça, i32. Bon, il me dit que la variable n'est pas utilisée, on s'en fout, mais il me met i32. C'est bien le type de données de ma variable. Le petit i que vous voyez, c'est le i pour integer,
Et le 32, on va en reparler après, vous inquiétez pas. C'est le type par défaut que Rust va choisir si je ne lui donne pas plus d'indications, ou si dans mon code, il n'y a pas une utilisation particulière de mon code qui fait que, bah ouais, il sait que ma variable, jamais, elle sera négative. Et du coup, là, il aurait mis autre chose, il aurait mis un entier non signé à la place d'un entier signé. Mais là, il peut pas le savoir, donc par défaut, il met le type le plus avantageux, à savoir un i32. Pour un entier, hein. Si j'avais mis par contre, si je mets par exemple un point et un 5, puisque la virgule en programmation, elle est utilisée avec un point et non pas avec une virgule, là il me met plus un i32, il me met un f64. Pourquoi? Parce que là il a plus affaire à un nombre entier, donc integer, il a affaire à un nombre flottant, à virgule, et donc il met le f qui veut dire float, et le 64 on va en parler après, vous inquiétez pas. Donc c'est comme ça que Rust, en fait, il va pouvoir la plupart du temps déduire le type de vos variables, mais vous allez voir qu'il y a des cas où il ne peut pas déduire le type de vos variables, il y a des cas où vous êtes obligé de préciser le type de vos variables, et dans ces cas-là, on va justement voir là tout de suite comment, de manière générale, pour tous les types, on peut préciser, justement, ce type, on peut le préciser pour qu'il n'y ait plus d'erreur. Un exemple de, par exemple, une erreur qui va me mettre, c'est que là, par exemple, si je mets juste ce code-là, je déclare une variable, A, il ne sait pas le type de la variable, et donc il me met une erreur, et il me dit qui a besoin de préciser le type de la variable, il a besoin d'une annotation de type, c'est comme ça qu'on va appeler ça, une annotation de type, parce que sinon il peut pas savoir le type de ma variable en fait, et lui il veut pas, il aime pas ça, il a besoin de savoir le type de ma variable pour savoir comment la manipuler, etc. Et comment la stocker, même juste en mémoire. Donc, on va devoir lui préciser le type. Pour préciser le type d'une variable, de manière générale, c'est très simple, vous allez après le nom de votre variable, vous mettez 2 points, comme ça, et vous mettez le type. Donc par exemple, on peut remettre le fameux type i32 qu'il a mis tout à l'heure. Et là, il n'y a plus d'erreur, parce que là je lui ai précisé le type de ma variable, c'est bien un type i32, la seule erreur que j'ai, c'est pas vraiment une erreur, c'est plus un attention, hein, c'est voilà, attention, tu n'utilises pas la variable. Donc en gros il est en train de me dire, elle sert à rien cette variable là. D'ailleurs je sais pas si je l'ai montré, mais si vous n'utilisez pas une variable, je viens d'y penser à l'instant, mais si vous n'utilisez jamais une variable mais que vous avez quand même besoin de la créer, ou même si vous êtes au début d'un programme, que vous créez une variable à l'avance mais que vous l'utilisez pas encore, vous pouvez juste mettre un underscore devant le nom de votre variable et il vous met plus l'erreur. Il vous la met plus parce qu'en fait le underscore ça veut dire fais pas attention à cette variable là, je vais pas l'utiliser, c'est normal, n'y fais pas attention. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Ça permet de dire au compilateur ne la regarde pas, voilà, elle est créée pour l'instant mais je m'en sers pas, c'est normal, c'est fait exprès en fait, ça permet de préciser que c'est fait exprès, alors que si vous utilisez pas une variable et que vous mettez juste son nom, vous allez avoir 40 000 warnings qui vous disent voilà, vous l'avez pas utilisé, blablabla, on sait. Donc quand c'est fait exprès, vous mettez le underscore, c'est beaucoup plus simple, vous n'avez pas de warning. Bon. Avec cette méthode-là, donc 2 points suivis du type de votre variable, vous pouvez annoter et préciser le type de toutes vos variables. Et vous pouvez même, du coup, par exemple, imaginons que vous avez une variable qui valent 5, mais que vous savez que cette variable elle aura jamais de valeur négative, bah, vous pouvez mettre l'autre type qui est le type non signé, et il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci, là il la prend en compte, et il sait que voilà, c'est un type U32. Et ça même un avantage conséquent dont on parlera plus tard de préciser le type dans ce genre de cas. Mais avant de voir ça, on va juste parler justement du de la première catégorie de type qu'on va voir. On va en parler un peu vite fait en détail, puisque maintenant vous savez annoter un type, hein, c'est pas compliqué, voilà, vous mettez 2 points suivis du type, c'est pas très compliqué. Mais là on va voir du coup, on va commencer à voir un peu les différents types sur lesquels on va pouvoir travailler de base, on va voir les plus importants en tout cas. Et à la fin on reparlera vite fait du shadowing pour vous montrer un cas un peu plus concret d'utilisation. Donc c'est parti, on va commencer avec le premier type qui va être le type entier. Le type entier. Le type entier, comme son nom l'indique, va permettre de stocker des nombres entiers en mémoire. Et là, vous allez voir que c'est assez étrange, puisqu'il y a littéralement 10 types entiers différents. Qui se ressemblent en plus, pour la plupart. En tout cas, pour la ligne numéro 1 et la ligne numéro 2 que je m'apprête à écrire. D'ailleurs, on va faire un gain de temps, vu que c'est exactement la même, sauf avec le i qui se change en u. On va sélectionner ça, et on va remplacer par un u. Voilà. Et il va y avoir aussi, excusez-moi, je les avais oubliés, ces types-là. Donc, comment ça va marcher ces types? Tous ces types-là que vous voyez, ce sont des types entiers. Ce sont pour stocker des nombres entiers en mémoire, et attention, j'insiste, des nombres entiers, pas des nombres à virgule. Si vous voulez des nombres à virgule, ça sera un autre type qu'on va voir juste après. Enfin, oui, juste après. Donc du coup, vous remarquez déjà que ces types sont extrêmement similaires,
et pour cause, ce sont presque les mêmes types, hein, à la base ce sont des types entiers. La seule différence, c'est que le type i8, i16, etc., le i fait référence à integer, mais il faut savoir que cette ligne-là, ce sont pour stocker des entiers signés. C'est-à-dire des entiers qui peuvent être négatifs. Tandis que cette ligne-là, ce sont des entiers non signés. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de nombres négatifs dans ces entiers-là, on ne peut pas stocker de nombres négatifs. La plus petite valeur que vous pourrez mettre dans une variable de ce type-là, c'est un 0, rien de moins, d'accord? Donc le U d'ailleurs, à quoi il fait référence, c'est un raccourci pour dire unsigned integer, donc unsigned ça veut dire non signé, vous avez compris, c'est pas choisi au hasard. Maintenant les chiffres ici, c'est très important, ça va être déterminer la place en mémoire que va prendre votre donnée. 8, en fait, 8, 16, 32, 64, 128, ça va déterminer le nombre de bits sur lequel ça va être stocké. Pour ceux qui ne se tirent pas très bien, un bit c'est un 0 ou un 1, vous savez qu'en informatique les données sont stockées dans votre ordinateur sous forme de 0 et de 1, et ben voilà, 8 bits ça veut dire une suite de 8 0 ou 1, et on appelle d'ailleurs communément une suite de 8 0 ou 1 un octet, ou en anglais un byte, à ne pas confondre avec un bit, hein, c'est pas la même chose, un bit c'est un seul 0 ou un seul 1 byte c'est un octet, c'est-à-dire 8 0 ou 8 1, ouais, et toutes les variantes entre les deux, hein, vous aurez compris, voilà. Donc là ici on a bien 8 bits ce qui fait un octet, 16 bits ça fait 2 octets, 32 bits 4 octets, 64 bits 8 octets, etc. Vous avez compris comment ça fonctionne, c'est pas compliqué du tout. Je vais pas rentrer dans le détail ici au niveau de comment sont stockés en mémoire, pourquoi il y a une différence entre les nombres signés et non signés. Tout ce que vous avez, donc là cette partie-là que je vais expliquer vite fait, si vous la comprenez pas, c'est pas grave, du tout, vous pourrez quand même les utiliser, vous pourrez quand même les comprendre correctement, mais je vais juste l'expliquer vite fait pour comprendre. En gros, la différence entre un non signé et un signé, c'est que sur 8 bits, par exemple, si on prend sur un octet, donc je vais faire un petit truc. Encore une fois, si vous ne comprenez pas cette partie-là, c'est pas très grave. Donc on va prendre, hop, je vais les séparer pour que ce soit plus visuel. Donc ça c'est un octet, d'accord? On a bien 4 bits et 4 bits qui ont des valeurs, on s'en fiche des valeurs. Si on est sur un i8, par exemple, et ben le 0, on va l'écarter du chiffre. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Ce truc-là, que je vais mettre entre crochets d'ailleurs, pour que ce soit un peu plus visuel, hein, voilà, on va rendre ça visuel. Ce truc là, donc les crochets, ça va correspondre à votre nombre, d'accord? Alors vous savez quoi, je vais même le changer, quoique 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64 et 16, 80. Je suis fou ou pas? 64 et 10, ouais. 16, 80, normalement, si je me cours pas, 81. Donc normalement, si je me cours pas, ça fait 81. Ce nombre-là, je me suis peut-être gouré, c'est pas grave, on s'en fiche. Bref, ce truc-là, ça va être votre nombre. Donc ici, ça va faire 81. Et ce petit 0 devant, ça va être le signe de votre nombre. Ça va valoir soit 0, soit 1. 0, ça veut dire que c'est un nombre positif, et 1, ça veut dire que c'est un nombre négatif. Alors, juste pour l'exemple, je vais aller un peu plus simple, je vais prendre ça, comme ça c'est plus facile à calculer pour moi, hein, voilà, enfin j'ai la flemme de vérifier plutôt, ça fait 16 en binaire, d'accord? Si on prend juste ce truc là, ça fait 16. Et ben tout simplement, avec un 0 devant, c'est un 16, avec un 1 devant, c'est moins 16, mais vous voyez bien que le nombre est exactement le même, soyons bien d'accord, c'est exactement le même, c'est juste le signe qui change, donc sur un i8 c'est ça que ça va donner. Par contre, si on est sur un U8 cette fois, et ben là c'est plus pareil, parce que là, le premier bit va pas servir à dire le type de votre variable, pas du tout. Ici on va bien avoir littéralement tout l'octet qui sert à stocker le nombre, et on va pas avoir de bit tout seul pour stocker le signe de votre valeur, ce qui fait que si là cette fois je change en 1, ça fait plus 16, ça fait plus 16 du tout. Ça fait 128 plus... D'ailleurs, ça fait pas 16, ça fait 17. Oh, my bad. Bref, ça fait plus 17. Ça fait 128 plus 17. C'est ça que ça veut dire. Donc, la différence entre les signés et non signés, c'est que dans les signés, le premier bit, il va servir à stocker le signe, alors que dans les non signés, le premier bit fait partie du nombre. Et ça va avoir pour conséquence, en plus de permettre de stocker des signes ou non de vos nombres, ça va avoir une autre conséquence, d'ailleurs... je suis allé un peu vite en besogne, mais ici, ça fait pas moins 17.
Mais bref, je vais pas aller dans ce détail là, mais il faudrait faire un complément à 2. Pour ceux qui savent ce que c'est, tant mieux. Pour ceux qui savent pas ce que c'est pas important. Disons juste qu'ici il aurait fallu que je fasse un petit changement, mais en tout cas ce que j'ai dit sur le fait que ça stockait le signe, c'est toujours vrai. Bref, donc l'autre conséquence que ça va avoir de stocker le signe sur un bit, c'est que du coup, bah vous voyez que là on n'a plus que 7 bits pour stocker le nombre, là on en a 8. Du coup, bah ça fait que ici le nombre le plus grand, il va être beaucoup plus grand que le nombre le plus grand qu'on peut stocker sur 7 bits. C'est normal, on a plus d'espace à louer pour stocker le nombre. Alors que là, on en a un qui est perdu, on a un peu d'espace qui est perdu pour stocker le signe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que du coup, on va avoir des valeurs plus petites. Parce que, comment on va pouvoir calculer nos valeurs, elles sont stockées sur combien? Bah, en fait, pour savoir sur un i, on peut aller de où jusqu'à où, on peut aller, et c'est véridique ce que je m'apprête à vous dire, alors je vais juste vérifier mes notes, parce que la formule en soi, je la connais pas trop, mais je sais le calculer. Voilà, on peut aller de moins 2 puissance n-1, tout simplement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Oui, puissance n-1. À, et là, c'est là où il va falloir être intelligent. Pas du tout. À 2 puissance n-1 moins 1. Et si vous voulez faire le calcul, si on prend par exemple du coup un i8, de combien à combien ça peut aller, n ça va être du coup notre 8, donc du coup ça va faire moins 2 puissance 7 à, excusez-moi, j'arrive plus à écrire, moins à 2 puissance 7 moins 1. Et là, ça va être important. Pourquoi? Parce que, je vous le passe rapidement, hein, mais 2 puissance 7, ça fait 128, donc ça veut dire moins 128, à, à 127, pardon, excusez-moi. Donc là, jusque-là, on a nos valeurs pour le U8. Mais regardez pour le U8 ce qui va se passer. Le U8, du coup, vu qu'on a un bit en plus pour stocker les nombres, excusez-moi, il me l'a mis au mauvais endroit, et bien là, le calcul va être différent. Ça va aller de 0 à 2 puissance n moins 1. Et là, le moins 1 est bien sorti des parenthèses, c'est fait exprès. Donc là, si on fait le calcul, ça va aller de 0 à 2 puissance 8 moins 1. Ce qui veut dire que ça va aller de 0 à 255. Puisque 2 puissance 8, ça fait 256. Voilà, bon. Je vous passe un peu les détails. Tout ça pour dire que vous voyez bien ici que notre i8, il permet de stocker des valeurs négatives, c'est cool, mais notre u8, du coup, vu qu'il n'a pas besoin de stocker des valeurs négatives, il peut stocker beaucoup plus de valeurs, il peut aller plus haut. Et là, on est sur 8 bits, mais si on prend du 32, un 32 bits, ça va pour les nombres signés, ça va de moins 2 milliards à 2 milliards environ, pour les nombres non signés, ça va de 0 à 4 milliards, donc on a vraiment un gain énorme de place avec un unsigned. Donc si jamais vous avez besoin de chiffres très très grands et que vous savez que votre nombre il va pas descendre en dessous de 0, autant prendre un unsigned, un non signé, donc un U quelque chose, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, les chiffres ici, les nombres ici, pardon, 8, 16, etc., c'est le nombre de bits sur lequel c'est stocké. Plus vous allez haut, plus vous pouvez avoir des valeurs négatives basses et positives hautes pour les signés, et plus vous pourrez avoir des valeurs positives hautes pour les non signés, tout simplement. Pour ce qui est des e-size et u-size, ça c'est très très simple. Tout simplement, selon votre architecture, si vous avez un PC avec une architecture 32 bits, les deux vaudront 32. Si vous avez un PC avec une architecture 64 bits, les deux vaudront 64. On peut pas faire plus simple que ça. Leur type, c'est sur combien de bits ils sont stockés. Hein, c'est ça que je voulais dire par ça vaudra 32 et 64, pardon. Donc ils seront stockés sur 32 bits et 32 bits si jamais vous avez une architecture 32 bits, sur 64 bits et 64 bits si vous avez une architecture 64 bits. Aussi simple que ça. À quoi ils vont servir? Ils vont servir à indexer, oula, je sais pas pourquoi il l'a supprimé, ils vont servir à indexer des collections, des types un peu plus compliqués qu'on va appeler des collections de données. On va en utiliser juste après, vous verrez, c'est très très simple. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails, enfin un peu plus dans les détails, on va voir des manières différentes d'utiliser ces entiers, on va voir des manières différentes de les déclarer notamment. Il faut savoir que en plus de pouvoir annoter les types comme ça, voilà, on peut le faire comme ça, on peut le faire autrement avec les types entiers, sauf avec la déclaration en mode byte, en mode octet,
que je vais montrer à la fin. Mais sinon, pour tout le reste, ça va marcher. Donc comment on peut le faire? On peut par exemple écrire 5 et mettre un suffixe avec le type. Et ça c'est valide. Il reconnaît que ma valeur est un U32 et donc il me met bien un U32 ici. Alors d'ailleurs au passage si je fais ça, vous verrez tout de suite qu'il va pas trop apprécier, si je me gourre pas, ou alors voilà il va pas apprécier du tout. Donc il nous le dit bien, hein, on peut pas mettre un moins sur un U32, c'est logique. Bon. Et on peut aller encore plus loin parce qu'on peut coupler ça et ça aussi. Alors là qu'est-ce que je viens de faire? Tout simplement, ce petit opérateur là, l'underscore, si vous le mettez entre 3 groupes de chiffres, bah ça permet... Alors ça change rien, hein, dans votre type de données, ça sera stocké de la même manière, c'est juste pour nous, en tant que programmeurs, c'est plus visuel, on peut découper des plus grands nombres plus facilement, donc là je sais que mon nombre c'est 300 000. Et d'ailleurs, je suis pas obligé de rajouter le suffixe, hein, mais c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait le faire. Donc ça c'est si on veut mettre un nombre décimal, un nombre en base 10, mais on peut aussi déclarer un entier avec d'autres bases. Par exemple, on peut déclarer un entier avec la base hexadécimale. Pour ceux à qui ça parle, c'est une, bah, vous savez, pour ceux à qui ça parle pas, c'est une manière de compter un peu différente, puisque au lieu d'avoir les nombres de 0 à 9, les chiffres plutôt de 0 à 9, on a les chiffres de 0 à F, et en fait, du coup, ça fait les nombres de 0 à 16, sauf que le 16, par exemple, le 15, pardon, de 0 à 15, le 15, par exemple, en décimal, bah, en hexadécimal, ça serait la lettre F, voilà, on utilise un autre symbole, c'est très utilisé en informatique, voilà, bon. Pour déclarer un nombre de manière hexadécimale, un entier de manière hexadécimale, on utilise le petit 0x, et en fait, du coup, là, voilà, si je fais ça, ça c'est 15, c'est littéralement 15 en hexadécimal, ce f là tout seul, hein, ce 0x c'est juste pour dire je déclare un nombre à partir de l'hexadécimal, et ça marche très bien, et d'ailleurs, on peut coupler ça et ça, voilà, ça fonctionne, et on peut encore rajouter même ça derrière, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors, il va mettre un peu de temps à l'actualiser, voilà, U32, ça fonctionne. Toujours pareil, mais cette fois on peut faire la base octale, donc par exemple on peut faire ça, ça fonctionne encore, par contre j'ai mis un underscore en trop, excusez-moi, ça fonctionne encore pareil, encore une fois la base octale c'est une autre base, cette fois ça va pas de 0 à 15 et donc de 0 à F, ça va de 0 à 7, c'est-à-dire que le chiffre 8 n'existe pas en base octale, à partir de, en fait 8 ça s'écrit avec un 1 suivi, enfin avec un, oui avec un 1 suivi d'un 0, donc 10 en, enfin, pardon, 8 en décimale, ça s'écrit 1-0 en octal, voilà, tout simplement. C'est une autre base qui est aussi très utilisée en informatique, du fait de certaines de ses propriétés qui sont plutôt utiles. De la même manière que du coup, vous vous en doutez bien, si on peut faire de l'hexadécimal, si on peut faire de l'octal, et ben on peut faire du binaire, donc pour ça on va mettre 0b, et on va mettre 111 par exemple, 111, et on peut faire pareil, U32, il y a aucun souci, ça fonctionne parfaitement. Une autre manière de déclarer un entier, c'est la manière en fait de transformer un caractère. Un caractère, c'est un autre type de données qu'on va voir plus tard dans ce cours, mais ce caractère, on va pouvoir le transformer en entier. Pour ça, on met un petit b et on met entre apostrophe notre caractère. Et en fait ça va dire que moi je veux pas le A je m'en fous, je veux sa valeur entière. Je prends la valeur entière de mon caractère A et je le stocke dans ma variable. D'ailleurs ici il n'est pas possible de faire des underscores, ça n'a pas de sens de manière générale puisqu'on parle d'un seul caractère à chaque fois qu'on transforme, et c'est pas non plus possible de préciser un U32 je sais pas quoi derrière, non parce qu'en fait quand vous faites ça vous prenez la valeur octal, vous prenez la valeur entière de votre caractère et vous le stockez sur un octet obligatoirement, ce qui fait que le type résultant ce sera toujours un U8, donc là il n'y a pas moyen de changer, c'est pour ça que je vous ai dit c'était la seule méthode qu'on ne pouvait pas, du coup utiliser l'underscore pour couper les tranches, enfin les tranches de nombres, et les suffixes pour donner le type. C'était un sacré pavé sur les entiers, mais on en a fini pour les entiers. Presque en tout cas, puisque j'ai juste une dernière chose à préciser. Si, imaginons, je dis n'importe quoi, je crée une variable que je vais mettre à 0, que je vais dire que c'est un U8 par exemple, et cette variable je vais la mettre mutable, donc comme ceci. Voilà. Cette variable, elle va, comment ça s'appelle ? Elle va valoir 0, c'est un U8, ce qui fait que sa valeur maximale en tant que U8, on l'a calculé ici, c'est 255. Ici, il y a quelque chose de très important avec Rust qui est plutôt pas mal, c'est que, imaginez que maintenant je dis ma variable c'est égal à 255,
Puis après, je lui dis, bah, rajoute 1 à ma variable. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Là, au moment où mon compilateur il check, pour l'instant, il peut pas se rendre compte que ma valeur elle est égale à 256, ce qui est une valeur que mon U8 ne peut pas stocker. Il peut pas s'en rendre compte, c'est pour ça qu'il me met pas d'erreur, il peut pas s'en rendre compte. Pourtant, si j'essaye de l'afficher plus tard et que je lance mon programme, ça va heureusement pas fonctionner, d'ailleurs, heureusement. Et ben, en fait, ici, il y a quelque chose de très important à comprendre. Il y a deux manières de gérer ça. Soit vous compilez en profil debug, donc comme on avait déjà vu le profil debug, le fameux, et ce qui va se passer, c'est que il va pas se rendre compte d'erreur tout de suite, mais au moment où vous allez lancer le programme, vous allez avoir ce qu'on appelle une panique. En fait, on dit que le programme va paniquer. C'est comme ça qu'on dit qu'il crache en Rust, il panique en fait, tout simplement. Et alors là, il vous met pas plus d'infos, mais si voilà, il vous met plus d'infos. Non, ok, non, c'est pas ça. Là, c'est un warning, excusez-moi. Il vous met pas plus d'infos, mais si vous faites un backtrace, si vous avez envie de le faire, vous pourrez avoir plus d'infos. Ah bah si, je suis un ouf. Excusez-moi, j'étais perdu. Voilà, donc là, il vous met bien qu'il a essayé d'additionner, mais il a eu ce qu'on appelle un overflow. Overflow, ça veut dire que la valeur que vous avez mis, donc là, en l'occurrence, ici, ça met 256 dans la variable A, cette valeur-là, elle dépasse la taille en octets que vous avez pour stocker votre nombre. Bah oui, puisque pour stocker le nombre 256, il faut 9 bits, et pas 8 bits. Or, on est sur un U8, donc on n'a que 8 bits à disposition. Et là où c'est très intéressant, c'est que en mode debug, vous avez une vérification de ce genre de choses. Vous avez une vérification des overflows. Si ça arrive, votre programme panique. Il n'y a pas de souci. Mais si maintenant je venais à compiler en mode release, et non pas debug, le comportement va être légèrement différent. J'ai pas de crash. J'en ai pas. Il n'y a pas de souci, j'ai pas de crash. Par contre, je fais ça exprès pour plus tard, il m'affiche 0. En fait, ce qui va se passer, c'est que si vous faites un overflow, alors vous êtes avec le profil release, en profil release, ça désactive les vérifications d'overflow. Par contre, si jamais il y a un overflow qui se produit, en fait, ça va garder la plus petite valeur possible de votre type de base que vous pouvez avoir. Donc en l'occurrence, 256, la plus petite valeur possible que vous pouvez récupérer du 256, c'est le 1. C'est le 0, pardon. Si maintenant vous vous retrouvez avec non pas 256 mais 257, bah il vous affiche 1, parce que la plus petite valeur c'est le 1. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En gros, vous allez pas arrêter de boucler entre 0 et 255. Vous allez jamais sortir de cette limite-là. C'est ce que fait le profil release. Alors là, vous pourriez vous dire c'est génial, je peux l'utiliser dans mon programme, mais il faut savoir que ça, c'est considéré comme une erreur. C'est-à-dire que si votre programme fait ça, s'il y a un overflow et que vous le gérez comme ça, juste en vous disant « Ah, c'est pas grave, en debug, je m'en fous, de toute façon, en release, ça fera ça », c'est une erreur dans votre programme. Si vous voulez gérer vraiment le truc en disant que c'est un overflow, vous faites autre chose, vous revenez à 0, vous le faites littéralement, explicitement, dans votre programme. Vous vous débrouillez, vous le codez explicitement. Vous ne laissez pas votre programme en mode release faire le travail, parce que certes ça sauve la vie, mais la valeur que vous aurez sera sûrement peut-être pas celle que vous attendez. Et du coup, c'est pas un programme qui marche, c'est un programme qui a de la chance, c'est tout. Donc, à ne pas faire, mais à retenir quand même, on voit bien qu'il y a une différence entre le profil debug et release, dans la manière même dont sont gérées les erreurs parfois. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Bon. Maintenant, on va passer à un autre type. Je sais que la vidéo commence à être longue, mais il faut bien qu'on voit tous ces types-là. On va aller un peu plus vite de toute façon avec les autres types, puisqu'il y en a des très simples. Donc là, les prochains types donc, sont des types flottants, donc pour stocker des nombres à virgule. Tout simplement, on va avoir le type F32 et le type F64. Le 32 et le 64, c'est exactement pareil que pour le I32 et I64, c'est le nombre de bits sur lequel c'est stocké. Et il n'y a aucune autre différence comme signé, non signé. Là, les nombres à virgule, ça marche pareil, c'est un F et 32 ou un F64, sachant que par défaut, si vous précisez pas, ce sera un F64 parce qu'avec les performances de nos PC actuels, bah vous avez presque les mêmes performances qu'avec un F32, donc il n'y a même pas forcément de gain de performance à utiliser un F32, mais vous avez plus de précision avec un F64, c'est-à-dire que vous pouvez stocker plus de nombres après la virgule, etc., etc. Donc à utiliser un F64, c'est beaucoup mieux. Et à retenir, ce sont des nombres à virgule, donc nombres flottants aussi, comme on les appelle. C'est pour ça que je vais mettre les deux. Voilà, il n'y a vraiment pas de difficulté, juste retenez bien, et il m'a encore effacé, excusez-moi, le F64. Juste retenez bien que si vous voulez déclarer un nombre flottant, c'est un point qu'il faut utiliser. Hein.
Voilà, c'est pas une virgule, un point. Ah, et aussi, pourquoi il m'améliore? Ok, il a mis du temps. Aussi, retenez que vous pouvez faire ça. Non, mais au cas où je le dis, c'est utile, donc voilà. Vous pouvez mettre un underscore, ça fonctionne parfaitement. Vous pouvez même faire ça. Je veux dire, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Là, c'est juste qu'il est lent, hein, c'est tout. Ça, c'est valide et ça permet des fois de bien simplifier la vie quand même au niveau de l'écriture et de la visibilité de vos nombres. Donc, à retenir, c'est une très bonne technique. Qu'est-ce qu'on a comme type encore primitif en Rust? On a le type bool, donc il va être stocké sur un octet, donc 8 bits pour ceux qui se souviennent pas, hein, c'est la même chose. Le type bool, c'est très simple. Soit vous mettez vrai, oups, excusez-moi, j'ai effacé toute la variable parce que je voulais pas faire. Soit vous mettez vrai, alors c'est en anglais, hein, donc soit vous mettez true qui veut dire vrai, soit vous mettez false qui veut dire faux. Voilà, tout simplement. Ce genre de type, ça va servir à quoi? Ça va servir pas vraiment dans vos trucs à vous, dans les programmes là pour l'instant qu'on a fait, ça va pas nous servir, mais quand on parlera des conditions en Rust et des boucles notamment aussi, même du pattern matching qu'on verra plus tard, qui est très puissant. Là, ça sera très utile parce qu'on pourra les utiliser. Du coup, en gros, on pourra littéralement dire si cette variable elle vaut vrai, bah alors fais ça. Si cette variable elle vaut fausse, elle vaut faux, alors fais ça. Voilà, on pourra faire des trucs comme ça. Donc ça, c'est le type booléen à retenir. Donc c'est appelé plus communément le type bool, tout simplement false ou true. Et c'est stocké sur un octet, donc ça prend pas beaucoup de place. C'est plutôt sympa. Ah, un type qui est, pour le coup, ça va être un peu le dernier des types avant qu'on rentre dans un type un peu plus compliqué, le type char. Alors, le type char, il est stocké, contrairement au C, et je sais pas pour les autres langages, il est stocké sur 4 octets, c'est-à-dire 32 bits. En C, il serait pas stocké sur ça, en C, il serait stocké sur un octet. Le type char, il faut faire très attention. Pourquoi? C'est un type qui peut, et malheureusement, je vais juste, excusez-moi, faire une petite pause dans la vidéo pour aller chercher quelque chose, Donc, excusez-moi, je suis juste parti chercher quelque chose, parce que je vais en avoir besoin tout de suite. Le type char, en Rust, il faut le comprendre, les caractères sont stockés sur 4 octets. Pourquoi? Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde ce que je vais dire, mais en fait, les caractères utilisent un encodage qui est l'encodage Unicode. Aussi utiliser l'encodage UTF-8 par exemple. Cet encodage, c'est un encodage des caractères qui permet d'utiliser tous les caractères littéralement possibles et imaginables, c'est-à-dire de toutes les langues, pas forcément les caractères français, ni les caractères anglais. Hein. On peut apprendre par exemple, et c'est ça que je suis parti chercher là tout de suite, des caractères japonais. Et ça pose pas de problème en Rust. Si vous faites la même chose en C, vous allez très vite vous faire insulter. Donc là, en Rust, ça pose pas de problème parce que votre caractère est stocké, c'est un type char, il est stocké sur 4 octets et il prend en compte l'encodage Unicode. Et c'est là où ça va falloir faire très attention parce que, en fait, du coup, ça peut causer des petites confusions parce que les caractères en Unicode, c'est pas forcément ce que nous, les humains, on appelle ça, c'est pas ce qu'on forcément on a l'intuition de définir comme étant des caractères. On verra un peu plus en détail ça quand on parlera du type string, qui justement utilise cet encodage là aussi, et vous verrez qu'on peut faire des trucs un peu particuliers, et que par exemple, bien que ça se soit considéré comme un caractère, c'est pas un caractère forcément au sens humain qu'on pourrait les trouver. On verra tout ça, j'y reviendrai plus tard, mais à retenir que ce type char est pas aussi simple qu'il n'y paraît au début, et que ça peut mener à des petites confusions des fois, donc faut faire très attention. On verra ça avec les strings notamment, ça sera beaucoup plus intéressant quand on parlera des strings. En attendant, retenez juste que voilà, type char sur 4 octets, ça prend en compte littéralement tous les caractères que vous voulez, hein. Vous pouvez même mettre des emojis dedans, je crois que ça passe. Vous pouvez mettre du japonais, là en l'occurrence ce que je suis parti chercher c'est un kanji. Bon, je l'ai pris du japonais mais il existe aussi sûrement en chinois celui-là, mais bref. Vous pouvez aller chercher tout ce que vous voulez. À retenir juste, les caractères, ça se définit quand vous les déclarez, quand vous mettez une valeur caractère, ça se définit avec des apostrophes, et j'insiste, avec des apostrophes seules, aussi appelées des single quotes si vous préférez, mais jamais avec des doubles trucs, parce que ça, ce n'est pas tout simplement un caractère, c'est un autre type, dont on parlera juste après, justement, mais voilà, à retenir, ça c'est un caractère. Il peut y en avoir qu'un seul, c'est-à-dire que si je fais ça, c'est plus un caractère, c'est plus valide. Il faut pas que je fasse ça. Il peut y avoir qu'un seul caractère.
Donc là, ce que j'ai fait, c'est valide. Si j'enlève et que je mets un A, c'est valide. Si je mets un B, c'est valide. Si je mets un C, c'est valide. Blablabla. Et d'ailleurs, vous reconnaissez pourquoi tout à l'heure, on pouvait faire un entier à partir d'un caractère. Et ben justement, c'était la même notation que pour créer un caractère. Avec juste un B devant, pardon. Donc voilà, à retenir, caractère, 4 octets, 32 bits. Ça prend littéralement tout en compte parce que ça prend en compte les valeurs Unicode. L'encodage Unicode, pardon, donc c'est extrêmement utile. Maintenant, avant d'enchaîner sur d'autres types un peu particuliers, je vais parler d'un type un peu spécial, qu'on reverra, vous inquiétez pas, on le reverra plus tard. Ça peut être un peu la première idée que vous ayez envie de faire pour déclarer une chaîne de caractères, c'est-à-dire non pas cette fois un seul caractère, mais plusieurs caractères à la suite les uns des autres. Ici, je vais pas mettre la taille parce que ça va dépendre du nombre de caractères dans votre chaîne, tout simplement, donc je vais pas la mettre. Juste retenez que ce type existe et qu'il y a un symbole un peu chelou devant, qu'on explicitera plus tard. Comment on définit ceci? Ceci, c'est ce qu'on appelle, en anglais, alors ils appellent ça dans le book un string literals, donc une string littérale, donc une chaîne de caractères littérale, si vous voulez, on va dire. Moi, je vais appeler ça un NDSTR, généralement. Très souvent, j'ai ce réflexe-là, malheureusement. C'est pas du tout le blaze, mais voilà. NDSTR, ESTR, une STR, on verra d'autres manières de les appeler comme ça, de les appeler plus tard. Mais ça, c'est un peu la première manière que vous auriez envie d'utiliser des chaînes de caractères en Rust. Donc comment ça se définit? Vous mettez juste cette fois des doubles quotes ou des guillemets, tout simplement, alors les guillemets anglaises, hein. Et vous mettez votre chaîne de caractères intérieurs, par exemple. Bon, là, j'ai pas les autres caractères japonais, mais Watashiwa, je sais pas, Furansujin desu. Voilà, désolé, j'ai pas les caractères en japonais, j'ai pas téléchargé le clavier japonais sur ce PC. Ça, c'est valide, et vous voyez bien que le type de mon truc, c'est NSTR, comme je l'ai dit, il n'y a pas de souci. Ces chaînes de caractères-là, elles ont une particularité qui est qu'on ne peut pas les modifier. C'est-à-dire que si je mets le mot-clé mute, même si il va pas me dire d'erreur, si j'essaye... Alors, quand je dis on peut pas les modifier, ce que je veux dire, c'est que je peux pas modifier la chaîne en elle-même. Je peux en remettre une autre valeur, c'est-à-dire que je peux mettre ceci, voilà, je peux le faire. Ça, c'est pas une erreur, ça c'est valide. Par contre, imaginons que pour une raison X ou Y, j'ai envie de dire, en fait, non, à cet endroit-là, tu me remplaces le N par un S, je peux pas le faire. Je peux lui redonner une chaîne entière avec la même truc, sauf le N ici qui sera un S, ça c'est faisable. Par contre, je peux pas aller modifier directement. Je peux pas agrandir sa taille, diminuer sa taille, enlever une partie de la chaîne. Je peux pas la modifier elle-même. Je peux modifier la variable, c'est-à-dire la boîte. Je peux modifier en changeant la valeur à l'intérieur. Je peux changer sa valeur, mais je ne peux pas modifier la valeur que j'avais déjà mis dedans. Ça, c'est pas possible avec ce type-là de chaîne de caractères. On verra un deuxième type de chaîne de caractères qui est beaucoup plus utile. J'en parle pas maintenant. On le verra dans les prochaines vidéos, qui lui par contre, on peut modifier à l'intérieur la chaîne qui est présente, donc qui est un peu plus utile sur ce principe-là, mais il y a quand même des modifications qu'on peut faire sur ce genre de chaîne de caractères, vous inquiétez pas, qui sont utiles. Ceci étant dit, on a fini un peu avec ça, c'est les chaînes de caractères un peu basiques que vous pourriez faire, hein. C'est très simple, on peut l'afficher, il n'y a pas de souci d'ailleurs si vous voulez l'afficher, pour vous montrer que ça fonctionne bien, que ça l'affiche correctement dans la console, hein. Donc on va mettre notre petite variable A, donc là juste par contre elle n'a pas besoin d'être mutable bien évidemment, parce que je la change pas. Je l'ai lancé en release, désolé. Voilà, on voit bien que ça s'affiche correctement, j'ai bien mon caractère japonais qui s'est affiché avec toute ma phrase, il n'y a pas de souci. Tout fonctionne bien dans le meilleur des mondes. Bon, on va attaquer deux types un peu spéciaux, puisque ce sont des types qui vont regrouper plusieurs valeurs. Depuis tout à l'heure, on a, voilà, soit, mis à part le NDSTR qui a plusieurs caractères à l'intérieur, depuis tout à l'heure, on avait globalement des types qui regroupent une seule valeur par une seule valeur par une seule valeur. Ici, on va attaquer un type un peu différent qui, du coup, va avoir plusieurs valeurs, donc c'est le type tuple. Les tuples en Rust, c'est très puissant, c'est très utile, et ça a des particularités. Déjà, premièrement, un tuple en Rust, ça se déclare en mettant des parenthèses et en mettant les différentes valeurs dans ces parenthèses. Il faut savoir qu'un tuple, c'est une collection de données, donc ça va avoir plusieurs informations, et ces données n'ont absolument pas besoin d'avoir le même type à l'intérieur du tuple.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un type qui contient des données de même type. Tout simplement. Là, vous voyez qu'il me met, et c'est comme ça qu'on va déclarer un type tuple, des parenthèses avec les différents types. On a bien le i32 parce que là c'est un entier, le quart parce que c'est un quart, et le f64 puisque c'est un nombre flottant. Et donc si vous voulez calculer la taille de ce tuple là par exemple, bah, vous savez que ça c'est sur 32 bits, vous savez que ça c'est sur 32 bits, donc 4 octets, 4 octets, et là c'est sur 8 octets parce que 64 bits c'est 8 octets, pardon. Donc 8 octets plus 8 octets, vous savez que votre tuple il fait 16 octets. Voilà. Très simplement, c'est comme ça. Alors, du coup, si vous voulez juste créer un tuple, voilà, vous pouvez le faire. Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs fois le même type. Hein. Vous pouvez vraiment vous amuser, vous pouvez avoir des types complètement différents. Ça change vraiment rien. Le seul truc qui est à retenir, c'est qu'une fois que vous avez déclaré votre tuple, il ne peut ni être agrandi, ni être rétréci, c'est-à-dire que sa taille reste fixe. Si vous aviez 5 éléments à l'intérieur, vous aurez 5 éléments à l'intérieur pour toujours, avec toujours les mêmes types aux mêmes emplacements. Ça c'est très important à retenir. Autre chose très importante à retenir, je vais juste... Pardon, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais faire. Donc je disais, autre chose très importante à retenir, c'est si vous voulez préciser, donc annoter le type d'un tuple, voilà, imaginons que je vais créer une variable qui est un tuple, mais j'ai pas encore mis de valeur dedans, bah vous le faites de la même manière que c'était marqué quand je survolais, c'est-à-dire vous faites 2 points et vous mettez, voilà, vous mettez tranquillement vos types, et là voilà, mon A il s'attend à recevoir 3 valeurs de type i32. Bon, c'est plutôt simple à annoter, il n'y a pas de complication. Maintenant il faut savoir un truc, il est possible, et ça c'est très important, de déstructurer un tuple, c'est-à-dire qu'il est possible à partir d'un tuple déjà construit de récupérer dans de nouvelles variables les valeurs de ce tuple. Par exemple, je peux dire, bah voilà, je veux que B ce soit égal à A.0. En fait, ce qui va se passer, c'est que 0, ça va être l'index numéro 1, donc ça va récupérer la première valeur et ça va la mettre dans B. Donc là, mon B, il va contenir 5. Si je fais A.1, ça va contenir A. Si je fais A.2, ça va contenir 5.5. Et A.3, ça va contenir ça. Voilà, ça c'est comme ça, alors pardon, ça c'est pas de la déstructuration, c'est juste après qu'on va montrer la déstructuration, mais voilà, ça c'est comme ça qu'on peut accéder à chaque élément de notre tube très simplement, donc en faisant .0, .1, .2, .3, .4, en vous souvenant bien que ça commence à 0 l'indexation, hein, ça commence à 0, 0, c'est très important, parce que sinon vous allez vous tromper en fait, tout simplement vous allez faire même une index erreur, enfin vous allez sortir des index de votre tube, parce qu'en fait 5, bah c'est pas possible, voilà, il n'y a pas de cinquième truc là-dedans, donc faites attention, ça commence à 0. Maintenant, en Rust, il est possible de déstructurer. Imaginons que maintenant je veux que ce tube, c'est bien beau, il avait une seule variable qui contenait mes 5 valeurs, mais moi je veux 5 variables maintenant qui contiennent chacune une des valeurs de mon tube. Et ben je peux le faire. Pour ça, ici, je vais faire B, C, D, E. Voilà, tout simplement. Et je vais dire que c'est égal à A. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est très important ce qui va se passer ici. En fait, la première valeur va aller dans la première variable. La deuxième valeur va aller dans la deuxième variable. La troisième valeur va aller dans la troisième variable. La quatrième valeur va aller dans la quatrième valeur. Tout simplement. Et si je veux en mettre certaines en mutable, par exemple, je veux pouvoir changer les valeurs de certaines d'entre elles après, bah je rajoute juste le mot-clé mute devant le nom de la variable, entre les virgules s'il faut, voilà. Et là j'ai bien ma variable C, qui est de type char, de type car, et qui est mutable. Tout simplement. Et en faisant ça, en fait, on a fait ce qu'on appelle une déstructuration de tuple. C'est aussi simple que ça. Vraiment, vraiment aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête. Vous avez un tube, vous voulez le récupérer dans plusieurs variables différentes, vous mettez des parenthèses, vous faites un let avec toutes les parenthèses, etc. Et c'est très utile. Et d'ailleurs, c'est même tellement utile que si un jour vous avez besoin, par exemple, de déclarer, je dis n'importe quoi, de déclarer plusieurs variables d'un même type, et vous voulez le faire sur une seule ligne en leur mettant des valeurs, bah vous faites ça. Et il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment aucun souci. Et là, vous venez de déclarer 4 i32 en leur mettant la valeur 0. Comme ça, vous pouvez déclarer plusieurs variables ensemble, tout simplement. Bon, après, il faudra rajouter le mot mute sur chacune d'entre elles, si vous voulez qu'elle soit mutable. C'est tout pour le type tube. Donc à retenir, bien évidemment, c'est une taille fixe, hein, on ne peut pas la changer une fois que c'est fait. Vous verrez plus tard qu'on pourra les utiliser même en paramètres, hein, pas mal de choses qu'on pourra faire avec les tubes, c'est très utile. On a ensuite un autre type qui s'appelle le type array, donc c'est un tableau, littéralement. Et les tableaux en Rust sont un peu comme les tuples, dans le fait qu'en fait, ils ont une taille fixe, on ne peut pas modifier leur taille. Et ça va se déclarer de manière suivante, avec des crochets.
donc non pas des parenthèses, et on va pouvoir mettre du coup des valeurs. Et là, on a un array qui va avoir 5, tout simplement, enfin 4, pardon, 4 i32. Et vous allez voir que là, on peut faire un peu plus de choses avec les arrays au niveau de la description un peu de votre tableau pour se faciliter un peu la vie. Les créateurs de Rust, ils ont pensé un petit peu à nous, et ils nous ont rajouté quelques spécificités avec les tableaux qui sont plutôt pas mal. Donc déjà, on va juste voir un truc, comment on peut accéder aux valeurs de notre array. De la même manière que tout à l'heure, on voulait par exemple accéder aux valeurs de notre tube. Vous vous souvenez, tout à l'heure, pour accéder au tube, il fallait faire a point et son index. Ici, vu que c'est un array, un tableau, on va pas utiliser le point, on va utiliser tout simplement les crochets et pareil l'index 2, 3, 4, 5. Et là d'ailleurs, je tiens à rajouter quelque chose, à préciser quelque chose de très important. Tout à l'heure, je vous avais parlé du type uSize et du type eSize. Et ben, ce 0 là, ce 0, c'est un type uSize. Si j'essaye de mettre un type U32 pour une raison X ou Y, alors, il faudra peut-être qu'il arrête de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je fait une erreur? J'ai l'impression d'avoir fait une erreur, mais je vois pas où elle est. Parce que c'est vraiment ici qu'il me la met. Ok. Qu'est-ce qui va pas? J'ai bien mis une virgule pour chaque valeur. Et j'ai mis un point virgule, donc... Ah, non, oui, excusez-moi. J'ai oublié de la virgule ici, désolé. Donc là, il aime pas. Pourquoi il aime pas? Parce qu'il dit que le type integer ne peut pas être utilisé. Là, c'est un U32, hein. Il peut pas être utilisé pour indexer un tableau. Ou peu importe ce que je veux indexer d'autre, ça peut pas être utilisé. Donc il faut que j'utilise un uSize. Par défaut, quand je mets 0, lui, le compilateur, il est pas débile, il sait que je vais indexer, donc il me met un uSize. Mais si par exemple j'avais créé une autre variable, par exemple let b égale 0, bah là il faudrait que je précise que b je le veux en tant que uSize. Et oui, parce que b là du coup c'est pas un uSize. B c'est un... Alors là en l'occurrence si il s'est sauvé la vie lui-même parce qu'en fait vu qu'il voit que j'utilise ici et que j'utilise nulle part d'autre dans le code, il suppose que c'est du coup un uSize. Mais si par exemple, exemple typique, je fais -5, là du coup ça ne peut plus être un uSize. Et du coup, ah là, il aime plus du tout parce que là il voit que c'est un uSize. Ah oh non, il a décidé de me forcer la main lui en fait. Il a décidé de me forcer la main. Bah écoute, je vais te forcer la main moi aussi. Là t'es obligé de mettre que ça i32 normalement. Et là voilà, là il me met que c'est pas possible, ça peut pas être mis par un i32. Tant mieux. Bon, on va pas faire ça, on va pas se prendre plus la tête. Donc pareil, l'indexation, on commence à 0, ne l'oubliez pas, on peut faire 0, 1, 2, 3. Mais on commence à 0, toujours. C'est très important. Et ça marche de la même manière, et ça fonctionne très bien. C'est comme ça qu'on va pouvoir voir l'élément en position numéro 1 de notre tableau. On va voir tout de suite qu'on peut déclarer nos tableaux un peu plus efficacement. Par exemple, là j'ai une valeur qui se répète. Au lieu de dire que, voilà, je l'écris 5 fois, je peux écrire ma valeur, point virgule, et j'écris combien de fois je veux qu'elle se répète. Donc par exemple, je peux la faire se répéter 4 fois comme je l'ai fait ici. Et ça marche avec toute valeur, hein. Si je mets un A par exemple, bah, ça va me mettre un tableau, un array qui contient 4 caractères A, tout simplement. Et on peut faire ça pour tout. On peut faire ça, voilà, on peut faire... Je veux dire, il n'y a aucun souci, ça fonctionnera de la même manière. Donc, tout est bien qui finit bien. Mais on peut aller encore plus loin parce que pareil, imaginons que voilà, je veux déclarer un tableau, mais pour l'instant, je n'ai pas mis de valeur. Comment je vais déclarer ça? Et ben pareil, en mettant des crochets, pardon. Tout comme tout à l'heure, on avait déclaré en mettant des parenthèses, sauf que la différence, c'est qu'ici, vu que le tableau, il va tout le temps avoir le même type, on n'est pas obligé, comme avec un tube, de vraiment mettre type par type, parce que le tableau, de toute façon, il va avoir tout le temps le même type. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste préciser le type, et mettre combien de fois ce type-là, il va se répéter. Donc si je veux 4 i32, bah je mets i32, point virgule 4. Et ça, qu'on soit bien clair, ça marche avec tout. Parce que si par exemple, je veux faire un tableau, bon, attention, là, il va falloir un peu plus loin, si vous avez compris ça, c'est déjà bien, hein. Là, en gros, c'est un tableau qui contient 4 i32 dedans, mais si je veux faire un tableau qui contient des tableaux d'i32, et ben je peux aller plus loin. Je peux dire, bah voilà, moi je veux un tableau, donc premièrement ça sera des tableaux d'i32 qui auront 4 cases, et je veux ce genre de tableau dans mon tableau à moi, dans mon deuxième tableau, 4 fois. Donc là en fait en résultat, qu'est-ce que je vais avoir? Cette variable là, c'est un tableau
qui va pouvoir contenir des tableaux de 4 cases contenant des i32. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle des tableaux à 2 dimensions. On peut même faire des tableaux à 3 dimensions. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête là-dessus. Si vous n'avez pas trop compris, le jour où vous aurez besoin de tableaux à 2 dimensions, vous chercherez. Sinon, vous retenez juste la méthode un peu plus simple, hein, à savoir juste comme ça pour déclarer le type et point virgule le nombre de cases. Et là, on a fait un gros pavé. Je sais que la vidéo elle dure très longtemps, mais on a fini en fait tout simplement. Puisque on a vu les arrays, on va pouvoir passer vite fait au shadowing que je voulais montrer et parler d'un dernier petit type qui va être extrêmement intéressant et très utile en Rust, surtout d'autant plus en Rust. Mais avant ça, ce qu'il va falloir faire attention, tout simplement, c'est que des fois avec vos tableaux, donc si par exemple vous faites, je sais pas, voilà, je vais faire exprès de faire ça à la main, mais c'est un peu le truc. Comme pour les tuples, faites attention à ne pas sortir de votre limite en fait, parce que si vous sortez, là ça va pas, là le compilateur va s'en rendre compte, mais dans un autre contexte, il se peut que votre compilateur ne se rende pas compte que vous sortez de l'index maximal. Pourquoi? Là je sors de l'index maximal et il va s'en rendre compte parce que la valeur que je mets comme indexation, c'est une valeur brute, donc il sait qu'il va sortir de la taille de mon tableau. Mais imaginons que je fasse un code et que à la place de lui passer une valeur brute, je lui passe une variable et que cette variable elle change de valeur dans le code. Ce genre de choses ça va arriver, sachez-le. Et le problème là-dedans c'est qu'au moment de la compilation, lui il sait pas quelle est la valeur de i. Ce qui veut dire qu'il va pas pouvoir vérifier. Et ce qui va se passer c'est que c'est au moment de ce qu'on va appeler le runtime, ou plutôt ce qu'on va appeler du coup l'exécution de votre programme, c'est à ce moment-là qu'il va se rendre compte du coup qu'il va y avoir une erreur en fait, et ça va faire paniquer votre programme, ça va faire crasher le programme, donc il va falloir faire très attention là-dessus avec les tableaux. Bon, ceci étant dit, on va passer au shadowing et au type result en Rust, qui est un un type très puissant, mais avant ça, je vais vite fait prendre une petite pause pour le moment, juste pour aller me rafraîchir un petit peu, parce qu'il fait super chaud. Donc, on va pouvoir du coup reprendre, excusez-moi. Donc le shadowing et le type result, on va en parler surtout vite fait du type result qu'on va revoir plus tard, notamment avec le pattern matching, plus en détail, qui sera beaucoup plus intéressant, mais on va voir un cas de shadowing. Imaginons que, pour une raison X ou Y dans votre programme, et on verra ça dans les prochaines vidéos, comment faire ça, vous inquiétez pas, vous ayez une variable qui s'appelle nombre, voilà, on va mettre number en anglais, et que cette variable ce soit un nombre que vous ayez récupéré par l'utilisateur. Voilà, dans votre programme quelque part, vous demandez à l'utilisateur de rentrer un nombre, par exemple son âge, lui il vous rentre 42 et vous stockez ça dans une variable. Ici, j'ai pas fait la récupération par l'utilisateur, on verra ça soit dans la prochaine vidéo, soit dans une vidéo pas longtemps après, vous inquiétez pas. Bref, vous avez récupéré cette valeur, sauf que Rust, en fait, quand vous récupérez une valeur que l'utilisateur a rentrée, lui il récupère une chaîne de caractères. Mais imaginons que vous, je sais pas, vous faites un programme qui fait un tour de magie, voilà, un calcul un peu marrant avec l'âge de votre utilisateur, vous avez besoin de manipuler un nombre, parce que manipuler 42 en chaîne de caractères, vous manipulez des caractères, vous pouvez pas faire d'addition, vous pouvez pas faire de soustraction, vous pouvez pas faire de division, de multiplication, ou ce que vous voulez comme calcul avec une chaîne de caractères. Donc vous allez vouloir convertir, transformer ce nombre, qui est une chaîne de caractères, en un autre nombre, qui lui va être vraiment d'un type nombre, voilà, tout simplement, d'un type nombre entier. Et ben on va le faire en une ligne, très simplement, et c'est là qu'on va faire le shadowing, là que ça va paraître intéressant, c'est qu'on va réutiliser le même nom, donc number, puisque c'est toujours notre nombre, c'est bien le nombre qu'on veut, mais on va changer son type ne sera plus une chaîne de caractères. Pour ça, on va utiliser une méthode qui va être très simple, qui va être la méthode parse. La méthode parse, c'est une méthode qui va convertir votre petite chaîne de caractères en un autre type, et par contre, il faut lui préciser quel type, parce qu'elle est capable de convertir en plusieurs types différents. Donc deux manières de lui préciser, soit vous le précisez en mettant ici, par exemple, U32, auquel cas, il n'y a plus de souci, vous savez le préciser, aucun souci. Alors là, l'erreur que j'ai, c'est pas la même que tout à l'heure, vous inquiétez pas. Ici, l'erreur que j'ai, c'est que
le type que cette fonction renvoie n'est pas un U32, pour une raison que je vais expliciter après. Soit vous faites ça, soit une autre manière de faire qui fonctionne tout autant, hein, c'est littéralement en fait de faire 2 points, 2 points, et de mettre U32 avant les parenthèses. Ça fonctionne. Excusez-moi, je vais juste faire une autre pause, j'ai un imprévu. Encore une fois, désolé. Du coup, je vais continuer, j'ai eu un imprévu, excusez-moi. Donc on va finir cette vidéo là-dessus. Donc du coup, la méthode parse, on peut préciser de 2 manières le type dans lequel on veut que ça convertisse. Donc soit, comme je viens de le faire ici, en mettant 2 points, 2 points, des petits chevrons, on appelle ça des chevrons, et le type à l'intérieur, soit avec la notation standard, donc U32. Par contre, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est qu'en fait cette méthode parse, elle a une chance de rater. Bah oui, imaginez que vous ayez ça. Comment elle est censée faire pour convertir ça? La méthode parse, elle sait pas. De la même manière, vous pouvez avoir d'autres trucs, par exemple, vous pouvez avoir ça. Vous pouvez faire une erreur et lui donner cette chaîne de caractères là à convertir. Elle a aucune idée à l'avance de la chaîne que vous lui donnez à convertir, ce qui veut dire que ça peut totalement échouer. Et de cette façon, vu que ça peut échouer, pardon, et ben en fait la méthode parse, elle va avoir une particularité, c'est qu'elle va pas renvoyer directement le type que vous attendez. Si je passe ma souris dessus, vous voyez la fonction qui renvoie du coup un type qui est le type résulte et qui contient 2 choses. On va pas rentrer dans les détails pour l'instant parce que c'est pas encore de votre niveau, mais faut savoir que ça va envoyer un autre type qui est le type résulte. Et le type résulte, il est très particulier parce qu'en fait ce type résulte, c'est un type un peu particulier dans le sens où il peut avoir 2 valeurs différentes. Il peut soit avoir une valeur qui s'appelle OK, qui à l'intérieur contient une autre valeur. Donc en l'occurrence, par exemple, si on est dans notre cas de notre parse, bah, notre OK il contiendra à l'intérieur notre nombre qui a été converti et qui est bien un U32. Mais il peut aussi avoir une autre valeur qui s'appelle du coup R pour erreur et qui contient à l'intérieur l'erreur qu'il a reçue. Et ça fait que de cette manière, en renvoyant un type résulte, et non pas directement notre nombre qui est ici, eh ben on peut vérifier si on a un OK ou un erreur, on peut même vérifier l'erreur qu'on a, et ça permet de gérer un peu mieux les erreurs. On va pas rentrer dans le détail de la gestion d'erreurs maintenant, ça fera l'objet d'une autre vidéo, où on rentrera un peu plus dans les détails sur le type résulte, notamment quand on aura vu ce que c'est qu'une énumération en Rust, etc. Mais voilà ce que c'est que le type résulte. Et ça fait que il va falloir extraire notre nombre, parce que là, notre variable, c'est un type résulte. Mais nous, on veut pas un type résulte, nous, on veut notre nombre. Et ben, pour l'extraire, on va avoir 2 méthodes plutôt simples à utiliser. Soit on utilise la méthode unwrap. Donc, littéralement, la méthode unwrap, elle va faire quoi? Elle va faire que si notre parse ici, il renvoie un résulte qui contient OK avec notre nombre, bah, ça va extraire le nombre et ça va le mettre dans notre variable number. Et si c'est une erreur, ça va tout simplement faire paniquer notre programme en mettant un message d'erreur. Il y a une méthode qui est quand même un peu plus propre que unwrap mais qui fait la même chose, c'est la méthode expect. En fait la méthode expect, elle va nous permettre de spécifier, elle fait la même chose que unwrap, c'est-à-dire que si on a un OK, elle va récupérer notre nombre, si on a une erreur, elle va faire paniquer notre programme, sauf qu'elle va nous permettre de mettre un message d'erreur. Voilà. De cette manière, on peut un peu plus préciser qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cette erreur à ce moment-là, pour retrouver un peu plus dans notre code où est-ce que ça s'est passé. Et ça va être tout l'intérêt du expect. Alors moi, vous verrez que dans la suite des cours, je ferai plus principalement des expect que des unwrap, mais là, en l'occurrence, vu qu'on est à peu près sûr à 100% que ça va pas faire d'erreur, un unwrap, ça aurait été parfait, ça marcherait quand même. Donc généralement, j'essaierai de faire des expect, mais des fois, je fais des unwrap. Voilà, sachez-le. Donc là, on va tout de suite compiler, on va voir que ça fonctionne bien, et d'ailleurs, on va même aller plus loin que ça, puisque on va utiliser le gros intérêt du shadowing, c'est qu'on utilise l'ancienne valeur qui contenait une chaîne de caractères, on l'a convertit et on recrée une nouvelle variable avec le même nom mais qui cette fois est mutable. Pourquoi on fait ça? Parce que moi je vais lui dire que bah en fait non, ton âge mec c'est le même âge que t'as mais plus 1. Voilà. Juste comme ça pour vous montrer que c'est bien un nombre, on a bien pu faire des opérations dessus. Donc pour ça on va faire un cargo run. Et si tout va bien, ça va pas, voilà, ça va fonctionner. On a bien 43, c'est bien la preuve que ce qu'on a ici, c'est bien un U32. Et on a pu lui faire une addition, on a donc bien pu le modifier. Si j'avais enlevé le expect, ça n'aurait pas marché. Et si j'avais eu une chaîne de caractères, par exemple, qui est fausse, comme par exemple ceci, ça ne se convertit pas, hein, soyons bien d'accord, ça ne se convertit pas en nombre, pas en U32. Quoique, voilà, non, c'est bon. Et là, il me met bien, première chose, il me met l'erreur que je lui ai précisée, donc erreur lors du parse.
Et ensuite il me met aussi au passage une erreur qui est propre à lui-même, qu'il connaît lui-même. Donc je vais juste préciser ça au cas où, comme ça c'est fait. Ce caractère là que je viens de mettre, le petit anti/n, dont je vous ai pas parlé depuis le début d'ailleurs, ça tombe bien, on va finir là-dessus très simplement avec, ça sera très simple. Vous voyez que ça a sauté une ligne. Là la vidéo elle est finie, ce que je vais faire là c'est juste un petit bonus très court. Voilà le shadowing, ce que ça permet de faire, ça permet de garder le même nom de variable tout en utilisant l'ancienne valeur, l'ancien type, et faire une nouvelle variable avec le même nom qui a une nouvelle valeur ou un nouveau type, ce qui est très utile pour rester clair dans notre code. Le type résulte, on l'a montré un petit peu, on a vu pas mal de types, on a vu pas mal de choses. Là je vais faire deux petits bonus, un que je viens de penser là maintenant et un autre un peu plus simple. Si vous avez votre petit a qui est égal à moins, je dis n'importe quoi, qui est égal à, je sais pas, qui est égal à 5, et que vous avez un tableau qui va être égal, voilà, qui va valoir 3, 5, voilà, qui va valoir 5 cases de 3, par exemple, et que vous voulez accéder à la case numéro, hop, je vais un peu vite là parce que on a pris beaucoup de temps pour expliquer les choses, désolé. Si vous voulez accéder à la case numéro 0, et que, à la case numéro 5, pardon, du coup, alors pas 5 parce que ça va être hors des limites, donc on va dire la case numéro 3, là il va le préciser que c'est un usize, mais moi je veux pas ça, justement je vais préciser que c'est un i32 pour vous montrer comment faire des conversions explicites en Rust, parce que on peut faire ça, on peut faire des conversions de type. Donc là mon i32 je peux le transformer, et pour ça il y a une manière très simple, soit dans le cas d'un nombre je peux juste faire ça, alors je crois, non ici ça va pas marcher, je suis un mongol, excusez-moi, j'ai juste à mettre le type et à faire un as, et en fait qu'est-ce que ça va faire, ça va prendre ma variable a en tant que usize, ça va faire une conversion. Alors bien évidemment, si là je m'amuse à mettre un -3, il y aura quand même un problème, hein, parce que l'index ne sera pas bon, c'est sûr. Mais si ma valeur ici elle est bonne, je peux tout à fait le convertir en usize. Et attention, je peux le convertir en tout ce que je veux, hein. Je peux le convertir en u32, en plein d'autres types, du moment que c'est cohérent au niveau de la conversion, c'est-à-dire que je peux pas convertir ça de cette manière avec juste le mot-clé as, qui n'est pas colorié ici, mais avec juste le mot-clé as, envers une chaîne de caractères, ça marcherait pas. Par exemple, pour le convertir en tant que chaîne de caractères, il va falloir faire un peu plus que ça, mais pour des petits types qui sont très proches entre eux, comme les nombres entiers, etc., etc., ça fonctionne, c'est très très simple. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, un petit as et le type que vous voulez. C'est facile pour l'instant. Alors, maintenant, deuxième bonus qui va être très simple, que j'ai oublié d'en parler, et que je vais en parler là tout de suite dans la chaîne de caractères, j'en profite. Les chaînes de caractères, ça se délimite par des guillemets. Mais il peut vous arriver des fois de vouloir mettre, par exemple, dans votre chaîne de caractères, des guillemets. Et bien pour ça, on va utiliser un caractère d'espacement, d'échappement, pardon, qu'on va appeler l'anti-slash, le backslash aussi si vous voulez. Moi je vais plus souvent dire anti-slash, habitude, excusez-moi. Et en fait, le fait de mettre un anti-slash, bah, ça permet de dire le caractère qui vient juste après l'anti-slash, tu l'ignores. Tu le comptes pas comme faisant partie de la syntaxe du langage. Ça fait que là, c'est totalement valide. Pourquoi? Parce que cette guillemets-là et cette guillemets-là, elle va apparaître dans ma chaîne de caractères. Ça ne va pas être compté comme les délimitations de ma chaîne de caractères, ça va bien être compté comme faisant partie de ma chaîne de caractères. Et de la même manière qu'on peut délimiter, on peut échapper des caractères spéciaux, il y a des caractères spéciaux comme par exemple l'anti/n. En fait, anti/n, ça veut dire retour à la ligne, tout simplement. Et on a d'autres caractères spéciaux comme par exemple l'anti/t qui est une tabulation. Voilà, ça tabule tout simplement. Et grâce à ça, on va pouvoir un petit peu utiliser des caractères spéciaux dans nos chaînes de caractères qui vont pouvoir donner des résultats un peu étranges, comme par exemple, voilà, là j'ai fait 3 tabulations après la première guillemets, et ensuite je saute 2 lignes 3 fois, et puis là, hop, je fais un espace et je remets une guillemets. Donc à retenir, si vous avez besoin de mettre des guillemets, bah vous mettez tout simplement un anti/slash devant et ça fonctionne très bien. Et là vous allez peut-être vous demander mais comment on met un anti/slash du coup, parce que l'anti/slash est un caractère spécial. Et ben vous mettez tout simplement 2 anti/slash et ça vous affiche un seul anti/slash, c'est compté comme un seul anti/slash. Et c'est vraiment à prendre en compte parce que quand on fera par exemple de la lecture de fichiers, de chemins de fichiers ou des trucs comme ça, et ben dans vos chaînes de caractères, quand vous aurez un seul slash dans la réalité de ce que vous voyez, dans vos chaînes de caractères il y en aura 2. Un pour échapper le suivant en fait. Ouais, vous comprenez, c'est pas très compliqué mais il fallait que je le montre. Cette vidéo a été très longue, on est sur les 1 heure, voire un peu plus, que j'ai pas regardé, et avec le bonus j'ai peut-être gagné un peu plus de temps.
Désolé pour cette longueur, mais il fallait vraiment que j'en parle parce que les types entiers c'est très important, les types flottants bougent car les chaînes de caractères, les tubes, les tableaux, le shadowing et le type résulte qui est introduit aujourd'hui sont extrêmement importants. C'est une vidéo très très longue, donc je vais aller très très vite pour dire au revoir. Mais voilà, c'est des types très importants. On a vu comment préciser les types, on a vu comment faire des petites conversions, on a vu le type résulte en vite fait, le shadowing, on a vu les grandes bases. Avec ça, vous êtes carré pour les variables. Vous avez tout vu sur un petit peu comment utiliser les variables et tout. Tout ce qui vous restera à faire, c'est découvrir de nouveaux types un peu plus compliqués. Je pense notamment au string, au hashmap, aux vecteurs dont on parlera, puisqu'on a vu comment faire des tableaux avec une taille fixe, mais on verra qu'avec les vecteurs on peut faire des tableaux avec des tailles variables justement, et on verra justement la différence non seulement en plus de l'utilisation, mais la différence en termes sur la mémoire, mais pour ça on verra ça plus tard. On verra tout ça plus tard. Je vais terminer la vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu malgré que c'était très long. N'hésitez pas à la re-regarder plusieurs passages sur certains types particuliers si vous avez mal compris certaines choses. N'hésitez pas à poser des questions. Puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui, je l'espère, sera plus courte. J'ai un peu oublié c'était quoi le sujet de la prochaine vidéo, mais je regarderai. Sur ce, ciao!